Notre invité ce matin est Elie Barnavi. Elie Barnavi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historien, essayiste, mais aussi diplomate. Vous avez été ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002. Israël vote donc aujourd'hui pour ses 4e élections législatives en moins de 2 ans sur fond d'intenses campagnes de vaccination contre la Covid-19, à tel point que l'on serait tenté de dire que campagne électorale est dominée par la campagne de vaccination anti-Covid. Ce qui amène à ma première question, la gestion de la pandémie de coronavirus par l'équipe gouvernementale en place et cette campagne de vaccination saluée, il faut le dire, par le monde entier, va-t-elle être centrale selon vous dans le choix des Israéliens ? Centrale, je ne sais pas, importante sans doute. Et la manière dont le gouvernement s'y est pris, il faut distinguer. La gestion de la pandémie a été catastrophique, chaotique, politicienne. Rien n'a marché. En revanche, la campagne de vaccination a été remarquable. Et donc, évidemment, c'est sur le dernier sentiment que l'on parle, n'est-ce pas? C'est sur cette campagne qui a été sans doute la plus efficace au monde et qui a permis le déconfinement que nous vivons en ce moment, l'ouverture de l'économie, tout cela. Et donc je suppose que ça, oui, que ça a joué, ça joue, je ne sais pas évidemment en quelle proportion, nul ne le sait, mais ça a été l'un des sujets de la campagne, même si cela n'a pas été dit, parce que ça, il faut aussi bien savoir. On n'a parlé de rien pendant cette campagne. Le sujet qui a dominé la campagne, c'était uniquement une espèce de référendum pour Netanyahou ou contre Netanyahou. Et on a évoqué pratiquement aucun des grands sujets qui font l'actualité, y compris d'ailleurs, y compris la pandémie. Mais évidemment, la manière dont les gens votent recoupe des positions idéologiques, c'est certain. Même si les journalistes n'ont pas réussi à arracher au candidat le moindre mot à peu près cohérent sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils nous proposent. Alors, dans cette élection, on a l'impression, et vous venez de le dire à l'instant, que tout tourne autour de la personne de Benyamin Netanyahou, avec 2 grands camps qui s'affrontent, les pros et les anti-Netanyahou, et que les autres personnalités politiques gravitent autour de lui, sans jamais parvenir à l'inquiéter vraiment. À quoi attribuer cette extraordinaire capacité de survie politique de Benyamin Netanyahou ? Et question corollaire, qui, selon vous, pourrait vraiment inquiéter lors de ce 4e scrutin Benyamin Netanyahou ? On a beaucoup parlé notamment de Yair Lapid. Alors, il nous faudrait au moins 1 heure pour pouvoir on a malheureusement quelques minutes, mais... Oui. Je pense qu'on va y arriver. Les raisons de la domination de Netanyahou, qui sont d'abord personnelles. Hein, c'est un homme qui a des capacités intellectuelles et politiques et physiques, il faut le dire. Il faut voir la campagne qu'il a faite, qui sont exceptionnelles. Il domine de la tête et des épaules tous les candidats. Et à cela s'ajoute la capacité qu'il a à n'avoir aucune espèce de frein, à pouvoir tout dire et tout faire. C'est un homme qui est privé d'inhibition, quelle qu'elle soit, qu'elle soit morale ou politique. Il peut traiter dans la boue les citoyens arabes d'Israël hier et les encenser aujourd'hui. C'est quelque chose que très peu de gens peuvent faire. Et je ne juge pas, là. Je ne fais que constater une capacité hors norme à dicter l'agenda politique. Et c'est vrai que le mot d'ordre politique, tout ce qui se fait, tourne autour de son programme de la journée. C'est assez impressionnant à voir. Si je n'étais pas israélien, je serais fasciné par la capacité de cet homme à dominer la scène politique. Alors c'est vrai qu'il n'a pas de rivaux. Et personne n'est capable de tenir tête. Maintenant, ce n'est pas seulement une question de personne, c'est lié à cela. Il faut savoir que l'homme a transformé le Likoud, son parti, à un culte dédié à sa personne. Et donc, là encore, c'est un phénomène qu'on a bien vu aux États-Unis avec Trump. Personne n'a réussi
évidemment, à faire cela. Alors, est-ce que tout cela va se transformer dans les urnes à une victoire nette, sans bavure? Cela, je ne crois pas. Mais il y a de fortes chances que l'on aboutisse de nouveau à cette espèce de match nul que nous avons déjà vu. Et tout se jouera à un siège près. Alors, après les dernières élections, Benyamin Netanyahou avait tenté en vain de former des gouvernements de droite stables en multipliant les promesses d'annexion, notamment par Israël, de pans de la Judée-Samarie, un enjeu clé pour une grande partie de l'électorat de droite à l'époque. Mais cette fois-ci, comme le souligne l'analyste politique israélienne Dalia Scheindlin dans le Time of Israel, Pfizer a pris la place de l'annexion. Est-ce que ce raccourci vous semble-t-il juste ? Oui, tout à fait. C'est très bien vu et très bien dit. Mais de toute façon, l'annexion était un leurre parce qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Netanyahou, là encore, c'est un trait de caractère qu'il faut souligner, n'est pas un extrémiste. Hein. Il y a plus à droite que lui sur l'échiquier politique israélien. C'est plutôt imprudent. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Et donc l'annexion était une espèce de miroir aux alouettes qu'il tendait à ses troupes. Mais c'était pas une chose sérieuse. Et cela fait 12 ans qu'il est au pouvoir, il aurait pu le faire. Il ne le fait pas pour des raisons qui sont évidentes. Je ne dis pas que son cœur n'est pas là, mais son esprit n'y est pas. Il comprend très bien que ce n'est pas faisable. Et donc, le Pfizer, la vaccination, lui offre un point d'ancrage beaucoup plus solide, beaucoup plus général, si vous voulez, qui convient à toute la population, que l'annexion que seule une minorité d'Israéliens intéresse. Le caractère fondateur d'Israël, c'est d'être à la fois un État juif et une démocratie. Quelle que soit l'issue de ce scrutin, est-ce que vous pensez que ces deux principes fondamentaux seront préservés ? Alors là encore, vous me donnez une heure parce que là, j'ai vraiment beaucoup de temps. Non, on a 2 minutes. 2 minutes, Elie Barnavi. Israël est un État juif et démocratique. Alors, si vous voulez, en sciences politiques ou en philosophie politique, c'est un oxymore. Ces deux termes ne vont pas ensemble. Dans la vie, si vous voulez, ça a fonctionné. Ça a fonctionné non sans difficulté, mais ça a fonctionné. Ces deux piliers de l'État d'Israël qui sont nécessaires pour qu'il tienne debout, pour qu'il existe, ont fonctionné plus ou moins en harmonie. Et ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est que le pilier juif est en train de l'emporter sur le pilier démocratique. Et là, il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas de seuil dramatique au-delà duquel l'Israël ne sera plus démocratie. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. En revanche, il y a une érosion certaine, constante, et avec le gouvernement qui se dessine si Netanyahou emporte les élections, s'il parvient à avoir une majorité de 61 à sa main, alors oui, on peut craindre, là encore non pas l'apocalypse, mais une érosion beaucoup plus rapide, et on se rapproche, et on s'approchera de plus en plus du modèle illibéral hongrois. Et c'est cela qu'il faut craindre, d'autant plus que l'une des formations de ce gouvernement, c'est une formation qui n'est jamais parvenue au pouvoir. Et juste si vous permettez encore une phrase, pour vous rendre compte de encore ce une, qui s'est passé vous y pouvez. Depuis les années 80. Dans les années 80, quand Rabin Kahana, le père spirituel de ce parti, a été élu pour une candidature, pour une mandature, puisqu'après la haute cour de justice l'a invalidé, et bien quand lui montait à la tribune, le premier ministre Shamir et l'ensemble des députés du Likoud se levaient et quittaient la salle. Aujourd'hui, c'est Netanyahou qui les invite, qui les a poussés au pouvoir. Eh bien, Elie Barnavi, merci infiniment d'avoir accepté l'interview de Radio J ce matin. Je vous souhaite un bon vote si vous ne l'avez pas encore fait et une très belle journée à vous.